Monsieur l'ambassadeur, messieurs les présidents, mesdames et messieurs, chers étudiants, chers amis, oui, alors, moi je suis un chef d'entreprise avant tout, je fais des composants électroniques, des petits connecteurs, comme celui-ci, qui vont dans les systèmes aéronautiques, chez Airbus et chez Boeing, qui vont dans les télécoms. Donc c'est des produits assez sophistiqués, c'est de l'innovation, c'est des technologies, des matériaux, et c'est 3000 personnes maintenant, il y en a 1500 en France, autour de 5 sites en France, et j'exporte 90% de ma production, en Asie, beaucoup, Japon et États-Unis principalement. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que quand vous êtes chef d'entreprise en France, et je pourrais transposer ce que je vais vous expliquer, bien sûr, à l'Europe et à l'Algérie et à la majeure partie des pays que j'ai côtoyés et où j'ai été pour vendre mes petits produits pendant 30 ans. Quand vous revenez en France et que vous êtes chef d'entreprise, c'était le cas il y a quelques années, pendant 10 ou 20 ans, vous revenez, vous avez un beau pays, vous arrivez à Roissy, et puis vous prenez un taxi, et vous écoutez la radio, et là, les problèmes commencent. C'est-à-dire que vous entendez des gens que je ne citerai pas, élus, ministres et autres, qui ne comprennent pas ce qu'on fait, ne comprennent pas l'entreprise, ne comprennent pas l'importance de l'entreprise pour tous les pays du monde, et sur un fond un peu de lutte des classes, d'idéologie et de politique. C'est ce qui m'a beaucoup motivé pour me faire élire au MEDEF, parce qu'entre-temps et depuis 30 ans, juste une petite anecdote, c'est que j'avais 20 concurrents patrimoniaux français. Des composants, nous étions 20 en France, avec des usines, des productions, des entreprises créées après la guerre, et qui sont tous partis, vendus, de rage, de colère. Pendant ce temps-là, mes 30 concurrents allemands, dans ces petites pièces-là, sont toujours vivants, sont toujours en pleine forme, sont toujours en croissance. Et je me dis, il y a un problème. Est-ce qu'on va en finir avec la mauvaise compréhension, peut-être la mauvaise image de l'entreprise en France, mais je crois que les torts sont partagés. Et je me suis dit, soit on vend comme les autres et puis on part, en Suisse ou ailleurs, soit on a mal au ventre en écoutant la radio, la télévision et dans les journaux en France, ce qui est très mauvais pour la santé, soit on se bat et on s'engage. Et j'ai préféré cet engagement pour essayer de faire bouger les choses. Alors comment on fait bouger les choses? Alors ça c'est une super question, et là encore, on va parler de compétitivité, alors là ça a été un gros mot, hein, très longtemps, de productivité, mais quelle horreur. Non, en fait on parle d'emploi. Je me suis dit, quel est ce qui peut tous nous réunir, que ce soit d'ailleurs dans tous les pays du monde, en Afrique, en Algérie, en Europe, les gens se battent pour l'emploi, et les gouvernements devraient se battre pour l'emploi, et nous l'emploi des jeunes. C'est la seule priorité absolue, c'est donner de l'emploi à nos jeunes, à notre jeunesse, à nos populations. Parce qu'avec l'emploi derrière, c'est l'épanouissement, c'est du travail, c'est de la motivation, c'est du pouvoir d'achat, etc., etc. Tout s'enchaîne vertueusement. Et qui crée de l'emploi? Alors ça, ce discours, je l'ai testé auprès des ministres français précédents, du gouvernement précédent, c'est pas acquis, mais ça avance quand même. Qui crée de l'emploi? Eh bien sûr, on me dira les administrations, oui, l'administration, mais en France, elle est déjà extrêmement lourde, on ne va pas recréer de l'emploi dans l'administration. Les associations, oui, c'est bien, mais un pays qui ne vit que d'associations, c'est un peu compliqué aussi, il en faut. C'est l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose de fondamental d'expliquer que l'entreprise, et c'est ce que je me suis évertué de faire pendant 4-5 ans, crée la richesse du pays, paie des taxes, des impôts qui permettent de payer les fonctions régaliennes de l'État. La culture, la santé, la justice, l'armée, toutes ces fonctions, la police, toutes ces fonctions sont créées sont payées par quelqu'un. On dit l'administration, oui, l'administration est payée par quelqu'un. Qui crée la richesse d'un pays? C'est l'économie, c'est l'entreprise, qu'on se le dise. Vous savez, là j'ai déjà perdu, pas ici, mais là-bas en France, de temps en temps, quelques interlocuteurs. L'entreprise crée non seulement la richesse, mais crée l'emploi à grande majorité. Une immense majorité des emplois sont faits par les entreprises. Alors comment une entreprise crée de l'emploi? Une fois que j'ai dit ça, il faut aller un peu plus loin. Alors ça c'est ma règle que j'ai en tête depuis pas mal d'années, vous savez la règle des 3 C, très simple. 3 C c'est il faut être compétitif, la compétitivité. 2, il faut avoir confiance. 3, il faut trouver les compétences. Alors, la compétitivité est importante, très importante, parce qu'elle permet de générer de la croissance. Et c'est vrai pour une entreprise comme c'est vrai pour un pays.
Une entreprise qui ne fait pas de croissance, c'est très compliqué à gérer. Or, quand elle fait de la décroissance, c'est encore pire. D'ailleurs, très souvent, je m'aperçois que les entreprises qui n'ont pas de croissance pendant 2-3 ans, qui sont en crise au-delà de 3 ans, c'est très très compliqué. Et un pays qui est en crise depuis de nombreuses années, c'est extrêmement compliqué. Les gens doutent, les compatriotes ne sont pas contents, etc. Donc je pense qu'en effet, pour recréer de l'emploi, la première condition, c'est d'être compétitif pour une entreprise, mais pour un pays aussi, pour régénérer de la croissance. Elle est où la croissance? Parce que très souvent, les politiques que je vois me disent on attend la croissance. C'est formidable, en France, rappelle la croissance revient, c'est génial, je ne sais pas combien de temps elle va durer, des gens passifs. Mais nous, dans nos entreprises, on se bat toute la journée pour aller chercher le chiffre d'affaires et la croissance. Et toute la journée. Sans croissance, on sait que ça va être compliqué. Ben, un pays, c'est pareil. On doit se battre pour aller chercher de la croissance. On a fait une étude de MEDEF, j'ai demandé cette étude, qu'on a répertoriée dans le projet France 2020. Les 7 défis de la croissance. Ensuite, on l'a remis dans un livre bleu. Et on a trouvé 7 défis de croissance pour la France, mais c'est vrai pour l'Algérie, c'est vrai pour l'Europe. Mais je vais vous dire, pour la France, il y a 2 défis géographiques, il y a 3 défis technologiques et 2 défis sociétaux. Les deux géographiques sont les plus évidents. Le monde est à équiper. Le monde est à équiper. Et ça, c'est pas. On sait que quand on est en Algérie, on voit beaucoup de besoins. Lorsqu'on est en France, on voit beaucoup de besoins. Lorsqu'on est en Afrique, on voit des besoins incroyables. Le monde est à équiper. Et nous, Français, on est mauvais exportateurs. On a des très belles entreprises. Les grandes entreprises que vous connaissez tous, les Bolloré, les Colas, les Dassault, les Airbus, etc. J'en passe à Alstom, les belles de pays. Mais après, on a un manque crucial de PME exportatrices. Donc ça, c'est un problème et qu'on peut d'ailleurs partager avec nos amis algériens, puisque je sais qu'en Algérie, il y a aussi le problème de l'industrie un peu faible, et donc d'exportation trop faible. Donc les pays se ressemblent dans leur problème. Donc, il faut aller chercher la croissance, il faut donc exporter, et l'Afrique, en tant que telle, est un continent incroyable qui va passer de 1 milliard d'individus à 2 milliards d'individus. Ce qui est absolument gigantesque, d'ici à 2050. Donc, il faut... l'Afrique a besoin de tout, mais quand je discute avec les ministres africains ou des chefs d'État africains, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, Jules-Étage, le plus important pour nous, c'est l'emploi. C'est les jobs, c'est le travail. C'est tout ce qu'il nous faut. Pas en partie, nous, il faut amener du travail. Et qui peut amener du travail? Les entreprises. Et comment on peut amener du travail? Et bien justement par des accords de partenariat, de coopération. Alors, j'ai expliqué un jour à M. Montebourg, qui est venu visiter mon usine à Châteaurenaud. Je suis très content de le recevoir, très fier. Et je lui dis, j'ai 700 personnes au Mexique, M. Montebourg. Quoi? C'est un scandale, monsieur Gattaz, vous êtes délocalisé au Mexique, c'est un scandale absolu. Et les jobs en France alors? Je dis, M. Montebourg, calmez-vous. Les 700 personnes que j'ai mis au Mexique m'ont permis, grâce à la qualité de la main-d'œuvre mexicaine et l'innovation française, de conquérir Boeing. Ça a pris du temps, on y a réussi, on a fait des produits de qualité, innovants, bas coût parce que le Mexique, etc. Et ça nous a permis de prendre des parts de marché et de générer du profit. Des profits, mais quelle horreur! Non, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Les profits, nous les avons réinvestis majoritairement, une grande majorité, dans les équipements pour le Mexique, mais dans l'innovation française, dans la recherche, etc., etc. Et en fait, je vais expliquer que pour 2 emplois que j'ai créés au Mexique, j'en ai créé un en France. Donc pour 700 emplois mexicains que j'ai créés là-bas, j'aurais dû en créer 300 en France. Et c'est ça qui est vachement important et qu'il faut expliquer à nos politiques qui souvent ne connaissent pas l'économie, ne connaissent pas l'entreprise. C'est qu'en France, il y a eu beaucoup, peut-être quelques années, des idéologies anti-mondialisation, anti-globalisation. Et il faut expliquer que chaque fois qu'on aide un pays à créer de l'emploi, à faire des transferts de technologies, eh bien c'est bon pour les 2 pays. C'est bon pour celui qui reçoit ces emplois et ces technologies, bien évidemment. Mais c'est très bon pour ceux qui donnent. Parce qu'il y a une boucle vertueuse qui s'enchaîne. Et la globalisation, bien maîtrisée, est très vertueuse. Si nous, on maîtrise par le coût du travail qui est élevé, la fiscalité qui est élevée en France, l'innovation, la recherche, l'excellence opérationnelle, et pour des pays où le coût du travail est moins élevé, eh bien ça permet de récupérer de l'emploi et progressivement de faire monter cette main-d'œuvre en employabilité, en technicité. Donc, je termine mes 7 défis de la croissance, excusez-moi, j'ai été un peu long. Bien sûr, le monde est à équiper, l'Europe est à construire, c'est très important. 500 millions d'habitants, de salariés, de consommateurs. Les 3 défis technologiques, c'est toutes les filières d'avenir sont à construire. La santé de demain, les infrastructures de demain, le tourisme de demain, l'agro-industrie de demain, l'industrie de demain, les services de demain. Vous avez le 2e grand défi technologique, NBIC,
les nanos, les bio, l'informatique, l'intelligence artificielle. Donc là, il y a énormément de risques, mais beaucoup d'opportunités en face. Il y aura des métiers qui vont disparaître, on le sait, et des métiers qui vont se créer, qui vont se générer. Donc d'où l'employabilité permanente. C'est-à-dire que là, vous allez sans doute apprendre pendant 2, 3, 5 ans des choses magnifiques. Mais il faut savoir qu'il faut se former tout le long de la vie. Car tout bouge dans tous les sens, tout va très vite. Donc nous sommes amenés à être employables tout le temps. Troisième grand défi technologique, tout ce qui est environnement, climat, énergie. Là, énorme marché. Énorme marché. Donc là encore, on peut dire on prend tout sur la figure, on va taxer à mort ceux qui polluent, etc. Ça c'est politique court terme, politique long terme. Formidable marché, on a besoin d'entreprises parce qu'elles ont 90% des solutions au climat, à l'environnement. 90% dans nos capacités de recherche, d'innovation, panneaux solaires, le gaz, etc. Et donc vous avez beaucoup de choses sous le coude pour créer de la croissance et de la richesse. Et puis les deux sociétaux, c'est l'entrepreneuriat. Et on a beaucoup poussé au MEDEF pour que nos jeunes Français soient entrepreneurs. Mais je pense que je pousse beaucoup dans cette salle pour que nos jeunes amis algériens créent aussi leur entreprise. Plus il y aura d'entrepreneurs et plus on aura de chances de créer de la richesse, donc des entreprises, de la richesse et de l'emploi. Il y aura du déchet. Vous allez peut-être vous planter une fois, deux fois. Je cite souvent Walt Disney, qui a réussi à créer Walt Disney Corp au bout de la 7e fois. Si, il s'est planté 6 fois. Je pourrais citer mon ami Eric Orsena, qui, avant d'avoir le prix Goncourt, aussi a fait quelques romans qui ne s'est pas du tout vendu. Mais il faut être courageux, il faut continuer, c'est pas grave, ça fait partie. Le droit à l'échec est un droit de l'entrepreneur. Alors il ne faut pas investir tout l'argent de votre famille et de vous endetter pendant 50 générations, mais c'est ça, c'est l'innovation, c'est la prise de risque, c'est le droit de se planter et donc de rebondir. Et chaque fois qu'on se plante, d'ailleurs, on prend je dirais, de l'histoire et de l'expérience. Et puis le 7e grand défi, c'est tout ce qui est mieux se loger, mieux se vêtir, mieux vieillir, mieux se sécuriser, tout ces mieux qui correspond à l'épanouissement des hommes, à leur bien-être, à leur façon de travailler, de se loger, etc., qui correspondent aussi à des marchés. Avec la formation d'ailleurs, mieux se former tout le long de la vie, qui est un énorme marché aussi à prendre d'ailleurs. Donc tout ça pour vous dire qu'on sait où sont les marchés. Il ne faut pas attendre, j'en veux plus moi d'avoir des politiques qui attendent la croissance. Ah non, la croissance, il faut aller la chercher, qu'on soit une entreprise, ou un pays, ou un continent. Elle est là, allons la chercher. Donc ça, c'est des entreprises qu'il faut motiver, qu'il faut pousser, et qu'il faut donner de l'environnement de compétitivité. L'environnement de compétitivité, c'est quoi? C'est que si vous maltraitez par la fiscalité vos entreprises, trop lourdement, eh bien, elles ne seront plus les marges pour exporter, pour embaucher, pour innover. D'où le combat qu'on a mené au MEDEF sur restaurer la compétitivité des entreprises et des marges françaises. Et donc là, on continue pour dire, attention aux dépenses publiques françaises, elles sont à 57% du PIB, c'est beaucoup trop élevé, il faut venir à la moyenne européenne à 49%. Parce que plus vos dépenses publiques sont élevées, bien évidemment, plus vous taxez les citoyens, vous taxez tout le monde et vous taxez les entreprises. Deuxième conseil, c'est très beau d'avoir de la croissance, mais si vous avez peur d'embaucher, en France ou en Algérie, ben vous ne le faites pas, vous embauchez ailleurs. Donc moi, j'ai rencontré pendant 5 ans des gens qui me disaient, ben, j'ai des marges, enfin j'ai pas de marge, il faut restaurer mes marges. Puis ensuite, ils disaient, j'ai des marges, mais j'ai peur d'embaucher en France. J'embauche ailleurs maintenant. Donc là, droit du travail, simplification. On est dans un monde de rapidité, d'agilité, d'évolution. Il faut, moi j'aime beaucoup le modèle danois. Le modèle danois, c'est la flexi-sécurité. Le modèle danois permet de rendre les gens très agiles, les entreprises très flexibles et très agiles face à des mutations énormes, d'adaptation permanente, mais en prenant grand soin des gens qui partent de l'entreprise, qui sont obligés de partir, qui sont forcés à partir. Et là, tout est fait au Danemark pour que ces gens-là ne restent pas 2-3 ans au chômage. Ils restent quelques semaines, quelques mois, la formation est là, ils anticipent, etc. Et je trouve ce modèle vraiment très bien. Donc, si vous réglez votre problème de compétitivité, premier, c'est votre problème de confiance. L'environnement de confiance, c'est ça, c'est un droit du travail, c'est un environnement législatif, réglementaire, simple. La France est extrêmement compliquée, 80 codes, 400 000 normes, ça s'améliore. Mais si vous voulez, là aussi, ça a été l'un des combats du MEDEF, et il faut le continuer. On ne peut pas vivre d'une complexité comme ça sur, je dirais surtout, je dis souvent, le vrai génie, c'est de simplifier la complexité. Quand vous regardez Steve Jobs, il a inventé le premier smartphone il y a 10 ans, 2017, 11 ans. Eh bien, un gamin de 5 ans pouvait utiliser son smartphone. Et la complexité était cachée, et toujours cachée. Énorme complexité. Mais c'est ça qu'on veut. Faites-nous un environnement bureaucratique, technocratique, administratif, réglementaire, législatif, hyper simple.
Mais avec les moyens modernes, le cloud, le digital, etc., vous devez pouvoir faire ça. Et comme très souvent, vos fonctionnaires sont des gens très très brillants, je les challenge, je les dis, écoutez, faites-nous un environnement, vous êtes génial, vos fonctionnaires formidables, faites-nous un environnement de rapidité, d'agilité, les plus rapides qui prendront le lead sur les plus lents, pas les plus gros sur les plus petits, sur les plus rapides. Deuxième C, la confiance. Environnement de confiance, c'est fondamental. Et puis troisième C, c'est qu'on peut avoir des marges, on peut ne pas avoir peur d'embaucher, mais ne pas trouver les compétences. C'est ce qui se passe en France actuellement. En France, je vois 80% des chefs d'entreprise, c'est formidable, ils ont trouvé la confiance, ils ont le moral. Oh, ça fait 10 ans qu'on n'avait pas vu ça. Et bien je peux vous dire que ça change la donne. Ils veulent tous embaucher, et on ne trouve pas. Incroyable. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Et on peut transposer peut-être ça, je dirais, à l'Algérie et à d'autres pays. On a un système d'apprentissage qui n'est pas très bon en France. Donc on a été voir les meilleures pratiques en Europe, et notamment la Suisse. Le modèle suisse est incroyable. Ils n'ont que 20% de bacheliers à 17 ans. Et ils ont 80% de jeunes qui sont dans l'apprentissage dans l'alternance. Nous, c'est l'inverse. C'est 80% de bacheliers et 20% d'apprentissage. Donc on continue dans les filières, université, machin, etc., philo, sociaux, etc. Et à 25 ans, on n'a pas vu d'entreprise. On est au chômage. Alors que les apprentis suisses, dès 15-16 ans, 17 ans, ils sont dans les entreprises. Et comme leurs dirigeants, très souvent leurs cadres, sont souvent issus de l'apprentissage. Jusqu'au PDG, qui parfois est issu de l'apprentissage aussi. Et ça fait des gens, des jeunes, qui tout de suite sont en entreprise, connaissent les codes, voient que c'est pas l'exploitation et la lutte des classes toutes les 5 minutes, etc. Non, c'est la plus belle institution humaine, après la famille, l'entreprise. Il faut le dire, il faut le voir, il faut le vivre. Et je crois que ça, c'est un point très important pour le pays, pour la France, c'est d'améliorer drastiquement l'apprentissage en faisant que les boîtes, les branches, les entreprises pilotent le système. Ensuite, il faut que regardez le problème du chômage. C'est vrai qu'en France, vous pouvez rester 2 ans au chômage. Alors parfois, c'est nécessaire parce que vous avez des gens qui sont en grande difficulté, qui n'ont pas de formation initiale, qui se retrouvent au chômage. Il faut les accompagner, il faut les aider. C'est fondamental. Fondamental. Et puis, par ailleurs, vous avez des gens qui peuvent rester au chômage parce qu'ils savent qu'ils trouveront, donc ils ne sont pas motivés pour repartir tout de suite dans le travail. Donc, réglons ces problèmes-là. Une fois que j'ai dit ça, donc les 3 C. Donc ça c'est important. Donc nous on a beaucoup bossé avec 4 réformes en France, réforme du marché du travail, vous le savez. Emmanuel Macron l'a fait avec son gouvernement assez vite, et ça c'est bien. Il a fait un bout de réforme de la fiscalité qui a permis de redonner confiance aux gens. Il est en train de faire la réforme de l'apprentissage et de la formation professionnelle avec nous. J'espère qu'il y aura des bonnes nouvelles dans quelques jours, quelques semaines. Et puis il y a toute la partie simplification de l'environnement dont j'ai parlé qui reste à mener et qui est très bien. Donc tout ça pour vous dire que voilà ce qu'on essaie de faire, et ce qu'on essaie de faire aussi ici avec les amis du FCE et cette délégation de 67 entreprises que je vois, c'est justement de faire que nos communautés d'entreprises, d'économiques se connaissent. J'ai parlé beaucoup de confiance. La confiance c'est clé dans une entreprise, c'est clé entre les peuples, c'est clé entre des pays, entre des communautés. Le fait de se connaître, de se voir, permet de mieux comprendre nos codes, nos valeurs et comment on fonctionne. Et dans l'entreprise, on est en général très très proche. On a besoin de clients, on veut faire quoi, on veut créer, on veut produire, on veut vendre, on veut bien gérer notre boîte et puis on veut bien motiver nos hommes et nos femmes. C'est ça dans tous les pays du monde, c'est les 5 choses majeures de tout entrepreneur. Alors, tout ça pour dire qu'on essaye en effet de faire que nos communautés business se connaissent, se mettent en place, que nos PME se discutent entre elles et que, in fine, eh bien, on puisse relever certains défis ensemble. Le défi de l'équipement de l'Afrique, par exemple, est un défi qu'on pourrait mener ensemble. Le défi de l'eau, de l'énergie, des besoins de base, bien évidemment, sont des défis où, dans certains endroits, nous pouvons apporter des technologies. Et puis, c'est du gagnant-gagnant qu'il faut développer. C'est pas nous, on arrive, pousser le bout-là, pas du tout. Il faut être d'une grande humilité. Quand on est chef d'entreprise, on est extrêmement humble. Parce qu'on se prend des coups, parce qu'on n'a pas des marchés, parce qu'on s'en prend des coups toute la journée. Donc, les coups, les grandes humbles, on se plante. Parfois, on se plante beaucoup, et on rebondit, mais bon, voilà. Donc, je crois que si on arrive dans une stratégie gagnant-gagnant, dans la durée, c'est très important de se dire on bosse pas pour 3 mois ou 3 semaines, on bosse pour 30 ans. J'ai une formule, après, la France a vécu ses 30 glorieuses dans les années 70, 60, et puis il y a eu les 30 piteuses de Nicolas Bavrez, 80 à 2010, on va dire. J'espère qu'on va repartir vers les 30 audacieuses, les 30 ambitieuses. Et pour ça, eh bien, il faut s'ouvrir au monde, il faut se globaliser, et il faut avoir beaucoup plus de relations avec des pays amis dont on a une longue histoire et où on peut travailler ensemble. France, Algérie, je dirais qu'on partage déjà
déjà la même langue, ce qui est une force considérable, considérable. Mais si on regarde devant et on se dit, mais ensemble, on peut faire des tas de choses, on peut relever une grande partie des 7 défis dont j'ai parlé, eh bien, je pense qu'on peut faire quelque chose de très très bien. La France peut retrouver un certain panache en Europe, une croissance durable, et je pense que l'Algérie a un potentiel de fou sous le pied. Vu les atouts, la taille du pays, le positionnement en Afrique, le positionnement au Maghreb, qui fait que, et puis grâce aux jeunes qui sont dans cette salle, qui représentent l'avenir, ces 30 ou 50 prochaines années, c'est pour eux, eh bien, je crois que si on est dans du positivisme, dans la construction de l'avenir, de voir des défis comme des formidables opportunités, souvent les politiques les voient comme d'horribles risques, hein, eh bien, je crois que si on les voit, sans être naïfs, mais comme des opportunités de croissance, de développement d'entreprise, de marché, de création de jobs locaux, eh bien, je crois qu'on aura une vision extrêmement enthousiasmante, même s'il y aura des choses à éviter et des dangers à travailler. Et puis, je voudrais insister sur un autre atout que j'ai découvert, enfin que je connaissais, mais le fait qu'il y a 5 millions, 4 à 5 millions d'Algériens, franco-algériens, qui sont des atouts pour moi, pour nos deux pays. Pourquoi? Parce qu'ils font un lien naturel entre nos deux pays. Et dans ces défis dont j'ai parlé, de faire des transferts de technologie, de développer du business, de développer des besoins dans toute l'Afrique, pas seulement qu'en Algérie ou en France, eh bien je crois que ce sont des traits d'union extrêmement importants pour justement faciliter, ce sont des meilleurs ambassadeurs pour faciliter eh bien, de la croissance, du développement, de l'entrepreneuriat. Et je crois qu'en effet, ces entreprises, cette économie, ces tissus industriels et toutes les valeurs que vous apprenez dans cette école, de management, de motivation, d'innovation, de gestion, ce sont des valeurs absolument fondamentales. Moi, je ne connais pas de pays, quand vous regardez la liste des 20 ou 30 premiers pays du monde, qu'ils aient été émergés, parce que là-dedans, vous avez Singapour, Hong Kong, la Chine, vous apercevez qu'ils ont tous fait le pari de l'entreprise, ils ont tous fait le pari de l'économie, et ils ont tous fait un environnement de confiance. La confiance, c'est 50% du business. Donc voilà ce que je veux vous dire. Bravo d'avoir choisi cette école superbe, et vous incarnez, je dirais, la jeunesse, la force, les compétences, les talents, et c'est vous qui allez construire le futur. Donc je pense que vous devez incarner cette économie, cette entreprise, et créer vos propres entreprises. N'ayez pas peur de vous planter, sans engloutir tout l'argent de vos familles, encore une fois, mais bravo encore, et je suis prêt à répondre à quelques-unes de vos questions. Merci.